Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. On a envie de bien faire, on a peur de se tromper, et on se demande s'il y a un mode d'emploi. Spoiler, il n'y en a pas. Mais si vous cherchez des témoignages et des conseils utiles, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Temps de ma vie, le podcast qui dit tout haut ce que les parents vivent tout bas. Je suis Alix Dien, doula basée à Dakar. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'accouchement. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants franco-sénégalais. Et je vous accueille dans nos premiers podcasts qui explorent la parentalité en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, j'échange avec des parents qui racontent leur expérience avec leurs joies et leurs difficultés. Et à travers leurs récits, vous verrez que ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Je reçois également des professionnels de la santé et de la périnatalité qui vous donneront des conseils et des recommandations adaptées à nos réalités. Parce que plus on est informé, plus on est confiant. Grossesse, accouchement, postpartum, couple, relation parent-enfant, aucun sujet tabou, on parle de tout. Vous êtes prêts? Alors on a du temps, Valérie. Bonjour Eva, Bonjour Alex, comment tu vas? ça va, je vais bien et toi? Ça va très bien. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Content aussi d'être là. Ça fait un moment au milieu de se croiser, ça fait un moment qu'on se suit mutuellement déjà et que voilà, j'avais envie de t'inviter mais avec les différentes activités dans une fois, c'est pas toujours Évidemment. c'est bien. En tout cas, ravie de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer déjà, tu pourrais, bon, parce que beaucoup de gens te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, voilà, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ok, donc moi je m'appelle Eva, plus connue sous le nom des douceurs d'Ève, et je suis créatrice de contenu sur les réseaux. Donc je partage en majorité des recettes, voilà, du contenu autour de la cuisine que j'adore. Et voilà, Et tu es aussi maman. maman, c'est ça, Evie, épouse, mère, une petite fille, voilà. À quel âge? Là, elle aura 9 mois dans quelques jours. Ça passe vite. Ça passe très vite. Et du coup, ma première question, c'est est-ce que ça te plaît d'être maman? Oui, quand même. J'aime beaucoup le rôle de maman parce que je trouve que c'est un rôle dans lequel on, on se redécouvre. On se découvre une résilience qu'on ne connaissait pas, une force mentale, un amour qu'on avait en soi, qu'on ne connaissait pas. Donc, franchement, c'est un rôle qui fait qu'on apprend à mieux se connaître, je dirais. Ouais. Mm. Il y a beaucoup de gens qui témoignent du fait que ça nous met un peu face à nous-mêmes aussi. Et à nos peurs, c'est ça, exactement. Et ça nous fait grandir. Ouais. Parce que, comme on se dit qu'en tant que parents, ce sera à nous d'éduquer notre enfant. On n'a pas envie que certains mauvais comportements qu'on a ou bien certains défauts qu'on a soient transmis à nos enfants. Donc, on s'éduque à nouveau, en fait, pour pouvoir les éduquer correctement. C'est une vraie responsabilité. C'est ça, exactement. Et toi, dans quel genre de famille tu as grandi? Tu as grandi ici? Oui, c'est un gars, oui. Donc, j'ai grandi dans une famille, bon, classique, je dirais, mais bon, pas forcément classique au Sénégal, donc c'est papa, maman et les enfants. Tu pas depuis dans une grande maison avec les cousins, cousines, tantes, non, juste parents et enfants. Ok. Et quand tu étais plus jeune, quelle vision tu avais du rôle de maman, Bon. de mère? Alors, est-ce que je me suis déjà posé la question? Bon, pour moi, en fait, j'ai toujours considéré qu'une mère, bah, c'est une maman déjà qui est là pour ses enfants, qui joue son rôle de maman, mais qu'aussi une maman devrait aussi être l'amie de ses enfants. J'ai toujours été contre le fait que, voilà, d'être une maman qui terrorise ses enfants, voilà, hyper. Après, voilà, on a toujours besoin d'autorité, voilà, parce que c'est des enfants qu'on doit aider dans la vie, mais aussi, je me dis qu'une mère peut être l'amie de ses enfants. J'ai toujours voulu être une mère vraiment cool et voilà, tu sais dire mon quand il le faut, mais quand même qui est là pour ses enfants, une maman à qui on peut se confier, une maman à qui on n'a pas à dire, on n'a pas peur de dire les choses. Donc voilà, c'est un peu la vision que j'ai. De dire qu'il faut quand même un cadre, C'est ça, voilà. mais de la proximité aussi. Exactement, ça c'est primordial pour moi. Qu'ils se sentent à l'aise de te parler de tout. De tout. Ouais. Et du coup, chez toi, quand est-ce qu'est venu ce désir d'enfant? Déjà, est-ce que non, tu es mariée, du coup, comment s'est fait la rencontre avec ton mari? Ça fait longtemps que vous êtes... Ah ouais, parce qu'on se connaît depuis 2018. Ah, On est restés ensemble pendant 4 ans et tout. Et après, on s'est mariés en 2022, donc ça fait 7 ans et quelques qu'on se connaît.
On s'est connus à travers un ami en commun. Donc voilà, et dès les premières semaines, ça a accroché. Franchement, on a tellement ri, voilà, il m'a tellement fait rire que finalement, on est sortis ensemble et tout. Et voilà, on a cheminé ensemble durant ces années, en quand on fait d'étudiants en France, ça, je suis revenue, mais voilà, on a toujours été solides et on s'est mariés, on a fondé notre petit foyer. Et est-ce que c'était du coup évident pour vous de dire on se marie et l'étape d'après c'est d'avoir un enfant? Ou est-ce que vous disiez on va peut-être se laisser un peu le temps de construire et puis après on verra? Ou est-ce que c'était on laisse faire les choses? Alors, nous, on a longtemps discuté avant de se marier qu'on ne voulait pas d'enfant au début. Ok. On voulait vraiment compléter notre première année de mariage. Et franchement, on a été à fond. Lui et moi, on est un peu aventurés, un peu sur les bords. Donc, des fois, on se levait comme ça et on partait, on sortait la nuit, on allait voilà, se balader. Une fois, on s'est baladé jusqu'à atterrir à Sali. On a dormi totalement sur place et tout. Donc, franchement, on tenait. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Donc, on a vraiment tenu à avoir cette première année de mariage, rien que pour nous, Ouais. pour encore plus se consolider. Parce que même si on avait duré ensemble, on se connaît vraiment que lorsqu'on vit ensemble. Donc, les premiers mois de cohabitation, ça peut être assez compliqué. Chacun apprend à vivre avec les habitudes de l'autre, ses défauts, ses qualités et tout. Donc, vraiment, on voulait avoir cette base solide-là avant d'introduire un enfant. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Si c'était à refaire 1000 fois, je le referais 1000 fois. Et c'est vraiment un conseil que je donne souvent aux couples, en fait. Après, bon, chacun a sa vision. Certains veulent avoir les enfants dès le début. D'autres ont peur de la contraception parce que pour beaucoup, bah, ça peut faire qu'on peut avoir des rêves à avoir les enfants après. Mais moi, franchement, cette première année-là, rien que pour deux, je recommande. Ah, C'est intéressant parce c'est que tout bonheur. c'est vrai que être parent c'est un apprentissage, le couple aussi c'est un apprentissage. En fait, même si on s'aime très fort, Exactement. il faut quand même déjà avoir certaines conversations. Tout le monde a des conversations C'est ça. avant de se marier. Ouais. Et c'est vrai que cet apprentissage-là, il est précieux quand on s'apprête aussi à devenir parent, de avoir, comme tu disais, une espèce de base solide et une fonction de l'autre. Quoi. Travailler ses traumas avant d'avoir un enfant. Je pense qu'au Sénégal, on n'a pas assez cette discussion-là, puisque beaucoup de gens font des enfants. Parce que, par exemple, il n'y a même pas 2 jours, j'ai lu un témoignage anonyme sur Facebook qui m'a vraiment chamboulé. Bon, c'est un peu cru, je vais expliquer en grande ligne. La dame disait que, plus jeune, bon, quand la dame expliquait ça, elle a affirmé dans la trentaine, mais elle se rappelait que plus jeune, sa mère, elle la battait des fois jusqu'à la mordre, et des fois, pour la punir, pour l'humilier, en fait, elle lui disait d'ouvrir sa bouche et elle crache à l'intérieur de sa bouche. Donc, imaginez, en fait, faire ça à un enfant. Donc, pour moi, c'est important, avant d'avoir un enfant, de se rendre compte de ces traumas, de savoir ce qu'on doit améliorer chez soi avant de donner la vie. Parce que sinon, c'est un truc qu'on transmet, en fait. Si on a une sorte de violence envers nous, on transmet à nos enfants. Donc, c'est tellement important pour moi de vraiment, avant, par exemple, même ceux qui veulent avoir des enfants dès le début du mariage, ceux qui veulent, voilà, pas prendre de contraception, mais avant de se marier, se dire que, ah, potentiellement, j'aurai bientôt un enfant, c'est important que je me rende compte que j'ai telle et telle chose à améliorer chez moi pour ne pas, en fait, blesser mon enfant, ou bien pour ne pas, voilà, faillir à ma mission, en fait. C'est trop important pour moi. C'est un point qui est hyper intéressant, effectivement, de se dire, de couper peut-être certains schémas familiaux, Exactement. ou si on se rend compte de choses qui ont été difficiles pour nous, enfants, de dire comment ça naturellement, en fait, dans la reproduction, ça, tu n'as pas envie, parce que c'est super quelque chose qu'on connaît, en fait. C'est ça. Et aussi, des fois, même de se rendre compte que ce qu'on a vécu n'était pas normal. Parce que c'est un enfant qui grandit dans un environnement où il se passe certaines choses. Lui, si c'est tout ce qu'il connaît, il va penser que c'est ça, c'est sa normalité. Exactement, c'est ça. Et déjà, de réussir à comprendre que ce qu'on a vécu, en fait, c'était pas normal. Et d'arriver à prendre suffisamment de recul ou de faire un travail, que ce soit un travail spirituel, que ce soit un travail thérapeutique. Enfin, chacun son approche. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment important de se dire que être parent, c'est une responsabilité. Très cool. Et c'est pas juste. Les enfants, n'oubliez pas. C'est ça. Ça, vous le ressentir C'est ça. au moment précis. Et oui, c'est une responsabilité, c'est un engagement et ça nécessite des conversations dans le couple entre les parents. Surtout. Et aussi, effectivement, comme tu le dis, un travail sur soi. Et moi, je vois certaines femmes aussi, des fois, elles commencent ce travail pendant la grossesse, donc c'est la grossesse qui les chamboule. Et le fait d'avoir un enfant et de devenir mère, souvent, ça challenge les rapports que tu as à te rapporter. Exactement, c'est ça, exactement. Et ça peut faire remonter des choses. Et des fois, elles commencent le travail après avoir eu leur enfant, parce que justement, elles se rendent compte que là, il y a des trucs qui peuvent venir améliorer.
Mais c'est vrai que c'est très lié. Et tu parlais de la peur de la contraception, c'est intéressant aussi. Ah, ouais. Et tu vois, il peut y avoir beaucoup de, alors soit des croyances ou des convictions, Mhm. ou soit des croyances plutôt liées au côté médical. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe quand même différents moyens C'est ça. de contraception. Et je pense que là, c'est important aussi de pouvoir en discuter avec son médecin, sage-femme, gynécologue, etc., pour voir quelles sont les options. Et en fonction du projet de vie ou du projet de famille qu'on a, ou voilà, des contraintes, du timing, se donner le choix C'est ça. quand même par rapport à voilà, celle qui s'est réussie, encore étudiante, ou je sais pas, hyper. Exactement, voilà. Parce que moi, quand je me mariais, il me restait un an à étudier. Et je ne m'imaginais pas du tout devoir être encore enceinte, à traîner mon ventre. Franchement, avant, ça, c'est pas possible pour moi, vraiment. C'est clair. Et donc au final, quand vous avez décidé que ouais, vous vous sentiez prêt à accueillir un enfant, est-ce que ça a été simple le chemin vers la grossesse n'est pas toujours un long fleuve tranquille? Ouais, ouais. Donc, bon, moi, parce que c'est venu de moi, en fait. Ouais. Un jour, je me suis posée, j'ai dit à mon mari que je me sentais prête à avoir un enfant et tout. Il était tellement soufflé ce jour-là. Il s'y attendait pas du tout. Et ensuite, bah, oui, il était quand même fatigué, il s'y attendait pas. Après, voilà, Qu'est-ce que tu as bu ce matin? c'est ça, exactement, parce que voilà, on se réveille le matin, il n'imaginait pas que le soir je lui dirais ça. Mais voilà, après, voilà, on a commencé à être enthousiaste et tout ça. Et franchement, après, un cycle après avoir arrêté la pilule, je tombe enceinte. Ok. Donc ça prouve que. C'est ça, ça prouve que, voilà, en plus, j'ai le réseau pégal. Donc, Ok. voilà, un facteur limitant en plus, Ouais. donc, aucun problème. Et donc, ça a été pas freiner la grossesse. Et malheureusement, j'ai accouché bien avant l'heure, parce que j'ai accouché à 23 SA de grossesse. Et j'étais enceinte d'un garçon, malheureusement, il est décédé quelques heures après mon accouchement. Puis après, voilà, on l'a enterré et tout. Donc, c'était ma fin de la grossesse. Et du coup, cette grossesse, enfin, j'imagine qu'une grossesse effectivement qui s'arrête avant 3 semaines, c'est un très bon. Ouais, c'est un très grand film émotionnel. Il peut 700 grammes, je pense. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas le fait d'être au Sénégal, là, c'est quand même de toute Ouais, façon. c'est exactement ça, c'est ça. Et est-ce que tu as eu du coup des signes avant-coureurs? Tu avais une grossesse où tu avais dit qu'il y avait un accouchement prématuré, ou est-ce que vraiment ça s'est déclenché du et tout. puis- C'est un jour où j'étais allée faire des courses au marché et tout, où j'ai quand même beaucoup marché, mais bon, en principe, c'est pas le problème. Ouais. Le lendemain, j'ai commencé à avoir des saignements. Donc, j'étais partie quel jour? J'étais partie vendredi, je pense. Et le samedi, dimanche, j'ai eu des saignements. Voilà, j'ai parlé à mon gynécologue, c'est pas ça, de cette période-là. Il m'a dit, voilà, c'est pas trop grave et tout, on va attendre un peu. Bon. J'avoue quand même que le suivi que j'ai eu durant cette grossesse-là laissait à désirer. Parce que je pense qu'une femme qui a 23 essais de grossesse, qui saigne, c'est quand même à la mort. Parce que j'étais allée sur place, après on m'a regardé, la sage-femme a dit que j'avais le col un peu mou, on m'a juste renvoyé chez moi comme ça, avec du repos. Alors c'est pas normal en soi. Mais bon, après le lundi, les saignements ont augmenté. Et voilà, je suis repartie voir la gynécologue. J'étais ouverte à 2 doigts et j'ai accouché le lendemain vers 7h. Avec des contractions de 23h à 7h. Ouh, franchement, le premier accouchement là, c'était difficile. C'était compliqué. Parce qu'on essayait d'arrêter les contractions. Mais voilà, ça s'est pas arrêté. Et finalement, j'ai accouché. Et c'était vraiment une expérience très difficile. Là, j'arrive à en parler comme ça, avec un peu de détachement et tout, sans pleurer à droite avec. Mais franchement, ça a été très difficile. Surtout quand je suis rentrée à la maison, en fait. Je sais pas comment je fais ça, je quand je suis rentrée à la maison. On peut ne pas évaporer si c'est difficile. Tu sais que j'ai quand même en parler parce que après ça, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes, en fait, n'avaient pas mis des enfants. Parce que j'ai vu qu'une grossesse sur 4 finit par n'aboutit pas ou bien l'enfant décède et tout. Et je me suis rendu compte que beaucoup de femmes dans mon entourage, pour moi, ma mère, elle a perdu 2 enfants. J'ai vu ses meilleures amies, des grands-mères. Après ça, la parole s'est libérée autour de moi. J'ai parlé à tellement de femmes et je me suis rendu compte que c'était plus courant que ce qu'on pense. Donc, pour moi, c'est important d'en parler. Parce que souvent, les gens, face à ça, sont assez, je ne vais pas dire indélicats, mais ils ne savent pas trop quoi dire. Les phrases les plus malades les unes que les autres. Donc, pour moi, c'est important d'en parler, de ne pas faire un tabou. Et parce que je me dis qu'une personne sera forcément confrontée dans sa vie à avoir une femme qui perd un enfant. Donc c'est important de savoir dans ce genre de cas
comment réagir. Et la seule phrase qu'on peut dire, c'est massa, en fait. Il n'y a pas de, je dis, est-ce que tu n'aurais pas dû faire ça? Est-ce que tu n'aurais pas dû dire ça? Voilà, c'est à cause. Non. Parce que déjà, on se sent tellement assez coupable après. Parce que, par exemple, comme moi, je suis dit, après avoir fait des courses, que voilà, ça s'est déclenché. Je me disais, non, j'aurais pas dû partir ce jour-là. Est-ce que si j'avais pas fait ça, est-ce que j'aurais accouché avant? Mais tôt ou tard, en fait, j'allais faire une course ou sortir et ça allait venir. Parce que j'avais le col fragile, en fait. Donc, j'avais une balance du col et il s'est ouvert avant l'heure. Donc, c'est important, en fait, de savoir que dans ce genre de cas-là, il faut juste dire massa à la personne. Ne me dites pas que voilà, tu as un autre enfant. Parce que 10 enfants ne remplaceront jamais en fait, un enfant qui est parti. Donc voilà, juste dire massa à la personne. Yann la tol kholoumi, que Dieu appelle sa douleur et c'est tout. Bah, rien d'autre. C'est ça. Non. Je pense que c'est important, effectivement, que tu le dises, qu'on peut ressentir de la culpabilité, de dire et si, et si, et si. Mais c'est important de rappeler que ce genre de choses, ça arrive malheureusement. Et effectivement, quand on a un col fragile comme ils disent, ça peut tendance à s'ouvrir en plus tôt, mur du col, etc., bah, souvent on s'en rend compte à la première grossesse, en fait. Exactement, on passe d'abord avant. Ensuite, une fois qu'on le sait, on peut potentiellement mettre des choses en place pendant la grossesse, même avant la prochaine grossesse, pour essayer de gérer, mais sinon, en fait... Dans les méga, ça arrive. Exactement, il y a des femmes qui font, moi j'étais maman, j'accompagne, qui font du sport jusqu'à 9 mois de grossesse, et tout va bien. Donc, évidemment, c'est humain de se dire, mais est-ce que j'aurais pu faire différemment, ça, j'aurais pu faire autrement. Et à la fois, je pense que c'est tellement difficile qu'il faut aussi être douce avec soi-même et se donner le en fait. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai porté cet enfant aussi loin que je me pouvais. Et après, voilà, avec un peu d'aide potentiellement de les signes de Dieu, du destin, on pourra faire différemment la prochaine fois. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est des choses qui sont difficiles, dont on n'aime pas parler, dont on n'aime pas entendre parler. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'une fois que tu en parles, tu te rends compte à quel point tout le monde est concerné de près ou de loin. Moi, j'ai par le parlé sujet. à une grand-mère qui avait à peu près 80 ans. Elle, au cours de sa vie, bon, elle a eu beaucoup d'enfants quand même, une dizaine, je pense. Mais au cours de sa vie, elle a perdu 4 enfants. Et même si elle a un peu de démence actuellement, quand elle a appris ce qui m'était arrivé, quand on parlait, elle m'a expliqué chacun des enfants qu'elle a perdus. La position de l'enfant, donc c'était mon troisième, ben, le quatrième, à combien de mois il est décédé. Donc, pour vous dire qu'une grand-mère qui a vécu toute sa vie, qui peut oublier des fois, mais qui n'a jamais oublié ça, c'est que vraiment, c'est un truc qui marque en fait. Et donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Parce que des fois aussi, les gens ne savent pas trop comment réagir. Parce que je sais que moi, j'en ai un peu voulu à des personnes, moi. Après, c'est parce que ces personnes-là n'ont pas écrit pour me dire massa en fait. Ouais. Et tu sais qu'elles sont au courant, mais elles, en fait, elles sont gênées ou bien elles ont peur. Alors qu'il ne faut pas, en fait. Il faut pas. Juste, voilà, apporter le soutien à la personne. Parce que moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est les gens qui n'étaient pas au courant de ma grossesse, mais qui ont été au courant après que j'étais enceinte, que j'ai perdu mon enfant, et qui m'ont quand même écrit. Parce que j'aurais pu se dire, voilà, comme elle ne sait pas que je sais, voilà, je ne vais rien dire. Mais ces gens-là, le fait qu'ils aient été au courant, qu'ils m'aient écrit, je pense que c'est vraiment ceux qui m'ont le plus touché. Parce que voilà, en fait, c'est leur côté humain qui a fait au premier. Ils ne sont pas du oui. Est-ce qu'il n'y a pas à être fâché que, voilà, que j'étais au courant? Non. Ils ont juste suivi leur côté humain. Ils sont venus me fier. Et franchement, c'est ceux qui m'ont le plus touché. Et ça, c'est intéressant aussi ce que tu mentionnes, parce que c'est vrai qu'au Sénégal, on peut annoncer la grossesse tard, ou voire ne pas l'annoncer du tout. Et l'autre, il annonce cette phrase, ça, les gens disent, ça va pas. Voilà. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi, ça peut inciter un peu à la détresse. Le fait que les gens n'aient même pas su que tu es enceinte, et au final, c'est comme si ça n'avait pas existé. Alors, ce bébé, il a existé ça, il existait là, et tu l'as bu, et tu l'as tenu, etc. Et c'est vrai que c'est finalement parfois cette chose de se protéger en disant pas. C'est ça. Mais on se rend compte que finalement, en fait, on aurait besoin que les gens sachent et que le soutien a été est différent. Et en tant que couple, parce que du coup, c'est une première grossesse, le premier enfant, de vivre ça, ça peut aussi être compliqué et même déstabilisant pour un couple. Avec ton mari, comment vous avez traversé cette période-là? Après la chance que j'ai eue, parce que je sais que beaucoup de couples peuvent se briser à cause d'événements comme ça, mais sincèrement, c'est un événement qui nous a beaucoup rapprochés. Parce que je sais que le jour le plus difficile, c'était quand on est rentré à la maison, après 2 jours d'hôpital ou 3, et que j'ai eu ma montée de lait. Donc, imagine, tu as une montée de lait, que tu n'as pas normal qui te donnait.
Ce jour-là, j'étais dévastée et je faisais que pleurer, franchement. Et je répétais la phrase, il n'y a qu'un enfant d'homme, il n'y a qu'un enfant d'homme et tout. Et ce jour-là, j'étais seule avec mon mari. Et c'est lui, en fait, qui était là pour me réconforter, tout ça. Et sincèrement, euh, il a été d'un grand soutien, tellement. Parce qu'après ça, je suis restée pratiquement 2 mois sans sortir de chez moi. Je passais mes jours à me morfondre, à pleurer. J'avais plus goût à aller sérieusement. Et c'est en fait lui qui m'a aidé, qui m'a poussé en fait à reprendre mes activités, à voilà, à vivre. Parce que franchement, j'étais pas du tout bien. Et donc, ça a été une épreuve qui nous a beaucoup rapprochés. Parce que je pense que c'est la première, pas la première, mais bon, c'était quand même une grosse épreuve qui nous était arrivée. Et en fait, souvent, durant ces épreuves, on redécouvre son partenaire. Ouais. Et franchement, voilà, j'ai eu du soutien de mes parents, de mes amis, mais sincèrement, la personne avec qui tu vis, en fait, c'est elle qui peut avoir un réel impact sur quoi. Ouais. Et franchement, il m'a beaucoup aidé. Donc ça nous a beaucoup rapprochés et on est revenu encore plus fort. Je pense que c'est vraiment ça, ça passe ou ça casse. C'est ça. Et quand ça passe, ça peut vraiment rapprocher et un lien de confiance qui se crée. Et tu sais que tu peux compter sur la personne C'est dans ça. n'importe quel. Exactement. Et je trouve que ce qui est important aussi, ce que tu soulignes, c'est que quand tu dis je suis passée 2 mois sans sortir de chez moi à mon Ah enfance, oui. je trouve que c'est important aussi de s'autoriser ce temps de deuil. C'est ça. Oui. Parce que souvent, on va avoir tendance à te dire, un peu pour te rebooster, arrête de pleurer, ça va Ouais. aller. Mais en fait, quand on vit une épreuve comme ça, on peut juste avoir besoin de se morfondre, C'est ça. de pleurer, C'est important. de laisser sortir tout ce qui doit sortir, de pleurer, etc. Et qu'on nous laisse, que la société nous laisse ce temps de deuil, en fait, qui est humain, qui est normal. Et c'est pas parce qu'on l'enfouit que ça va aller mieux. Au contraire, c'est justement les traumas dont on parlait au début qu'on peut après passer Exactement. parce qu'on n'a jamais. On s'est Mais fait- que ça, parce qu'en fait, le deuil est tellement particulier. Moi, 5 jours après que j'ai perdu mon enfant, je me suis levée, j'ai ramassé les tissus que j'avais à la maison, je suis allée chez ma couturière, faire coudre mes habits, il fallait m'acheter des bijoux et tout. Après ça, après les 2 mois, j'allais souvent à des événements tout le temps, parce qu'en fait, c'est comme si dans une euphorie, tellement j'avais ce besoin de sortir, d'extérioriser et d'oublier en fait. Et je sais qu'à ce moment-là, si j'en avais parlé, les gens se seraient dit, mais attendez, c'est pas elle qui a perdu son enfant. Alors que, au fond, les gens ne savent pas ce que tu ressens. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des gens, quand ils perdent leurs parents ou un enfant, et que les gens les jugent sur leur vie, Sur comment je me dis, sur la en fait, mais en fait, les gens n'ont pas ce film à pleurer et le poster sur des réseaux. Donc, laissez chacun lui son deuil comme il le conçoit. Parce que ce qui est derrière, on le voit en fait. Ouais. Donc, Ça, c'est important, effectivement. Et c'est aussi ça, justement, le but de ce genre d'échange et de conversation. C'est de montrer qu'on ne sait jamais. Ça se passe dans la vie. exactement. Vraiment, il ne peut pas juger de ce qu'on voit, de ce qu'on aperçoit. Il y a les réseaux sociaux, même si on en reçoit beaucoup, c'est pas toute la vie. Pas regarder tout ça. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir aussi beaucoup de douceur et de bienveillance Surtout. de base De base, va. avec tes autres. Et chaque personne que je rencontre ou qui vient ou que j'accompagne, bien sûr, il y a beaucoup de moments de joie, il y a des choses, mais il y a toujours des moments difficiles. Et souvent, c'est pas ces moments-là qu'on va... C'est ça, où on va le traverser tous. Et donc après cette épreuve-là, comment est venue la réflexion d'avoir un deuxième enfant, d'avoir une grossesse? Est-ce que ça t'a besoin justement de ce temps de latence? Est-ce qu'il y en a des fois qui disent en fait j'ai envie d'y retourner? En tout cas, après la perte d'un enfant, ce qui est drôle, c'est qu'on a des pensées contradictoires. On est tiré entre ce désir profond de retomber enceinte au plus vite. Parce que on a goûté à la grossesse et on attendait en fait que ça aboutisse. Donc on a envie de recommencer au plus vite, de retomber enceinte au plus vite et d'avoir son enfant qu'on attend depuis lors. Et il y a aussi la peur de retomber enceinte et que ça se passe à nouveau. C'est les pensées contradictoires qui, lundi, tu as envie de retomber enceinte, mardi, tu as peur. Et c'est en fait ces réflexions-là. Franchement, de base, je suis une personne pas du tout anxieuse, qui n'est pas là à tout le temps réfléchir. Mais durant cette période-là, je faisais réfléchir. Et franchement, c'était difficile pour moi. Après, bon, le désir de retomber enceinte était plus fort que celui d'avoir peur et tout. Et voilà, et 4 mois après, je suis retombée enceinte. Mais une grossesse très, très stressante. J'imagine. Ah là là. Et tu as changé de... J'ai des goûts. Oui, bien évidemment, j'ai changé de jeu d'écoute.
Et voilà, c'est aller chez le docteur Joe, franchement. Dédicace à lui. Vraiment. On le sait. Franchement, à part de Dieu, c'est vraiment lui qui, sincèrement, qui nous a accompagnés et tout. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Et j'étais hyper stressée. À chaque consultation, je faisais que pleurer. On parlait 5 minutes, je pleurais. Il me consolait, il m'expliquait et tout. Et voilà, je repartais de plus belle. Mais c'était très stressant, surtout avant d'arriver au stade où on a perdu notre premier enfant. Donc, quand c'est arrivé à 23 semaines, c'était la semaine la plus stressante. Et à savoir, j'étais sous cerclage durant la grossesse. Donc, le cerclage, c'est quand on ferme le col de l'utérus via opération chirurgicale avec un fil rigide, donc bien refermé, et le pas qui s'ouvre. C'est ça. Et donc, voilà. Et le cerclage, bah, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Il peut casser, ou bien, voilà, le col peut toujours s'ouvrir. Donc, même si on a un cerclage, on a aussi encore une peur. Toute la grossesse, j'étais à la maison. Je sortais que le soir des fois avec mon mari et tout, faire un tour en ville, tout ça, se promener en voiture. Mais sinon, j'avais même peur de marcher en fait. Quand on m'a annoncé que je devais avoir un cerclage, limite, j'avais peur de rester debout parce que je me disais qu'à chaque moment, que voilà, que ça peut le sourire, me lâcher et tout. Mais voilà. Donc j'ai fait le cerclage et tout, j'étais hyper stressée. Et tu disais que tu restais chez toi, du coup aussi j'imagine que ça a eu un impact parce que tu es entrepreneur. Mais oui, c'est ça exactement. Voilà. Donc déjà, pendant 2 à 3 mois, j'avais disparu des réseaux. Et les gens m'écrivaient tout le temps. Et je voulais entendre personne. Je voulais qu'on m'oublie en fait. Parce que je voulais pas que les gens se disent ah Eva, pourquoi elle est rare, sinon elle est enceinte, tout ça. Donc, déjà aussi les gars, dès que tu te maries, dès que tu as la grippe, dès que tu es enceinte, tous on dit dès que tu es enceinte. Donc, je fuis les gens. Les gens m'appelaient et je ne décroche pas le téléphone. Ils m'envoyaient des messages, je ne répondais pas parce que j'étais dans un état psychologique vraiment particulier. Mon mari, à chaque fois, il me disait au point répondre et tout, sinon, ils ne vont pas comprendre. Et moi, je ne vais pas. T'as voulu qu'on m'oublie. Par exemple, t'as dû tout ça. C'est ça. Ça pour toi, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pas contre eux, mais c'était voilà. C'était plus fort que moi. Ça, c'est important de le dire. Déjà, c'est pas contre les gens, c'est ça. C'est pas pour faire les gens. C'est pas parce que c'est pour nous que c'est contre eux. C'est important, on a tendance à. Voilà, je dirais pourquoi là. C'était un dé, c'était juste. Enfin, on a fait de survie en fait. Exactement, c'est ça. Donc, pouvoir vivre les choses différemment. Et est-ce que. Parce que du coup, avec l'anxiété qui vient, des fois, on a du mal même à créer du lien avec ce bébé parce qu'on se dit. Au cas où. Au cas où, c'est ça. Et en fait, moi, ce qui me faisait mal, c'est que, bon, comme souvent on dit, quand on est stressé, l'enfant le sent et tout, ça me faisait mal de me dire que j'ai ce stress à mon enfant. Parce que je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer, stresser et tout. Et ça me faisait encore plus mal. Je me disais, voilà, elle ressent mes émotions. Sûrement, elle sera un enfant, voilà, crèche. Mais heureusement, ce n'est pas tout le cas. Franchement, est-ce que tu repenses à un moment et tout? Mais voilà, c'est quand même une douleur aussi qu'on ressent comme ça. Et voilà. Mais moi, ce que je trouve, enfin, ce que je dis toujours aux mamans qui ont pu vivre ça ou d'autres contextes qui ont du mal un peu à. Ou qui vivent des choses difficiles pendant leur grossesse et qui effectivement voilà, pleurent ou sont tristes. Genre toujours de l'expliquer au bébé. C'est-à-dire, on peut pas s'empêcher de ressentir ces émotions, on peut pas passer sans les VSS comme ça. Mais rien que d'expliquer le peu, en fait là je suis triste, je pleure, mais ça n'a rien à voir avec toi. Je suis contente de t'avoir, je suis contente de t'accueillir, je t'attends avec impatience. Et c'est juste que là dans ma vie il se passe ça, il y a telle peur qui vient, j'ai traversé ça, etc. Et ce qui fait que je me sens triste, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et le fait même de le verbaliser, ça soulage un peu parce que je me dis, bon, voilà, je fais la part des choses. Et au moins, bon, moi je suis persuadée que bébé, l'hétéro, donc quand je reste, je peux comprendre que ton homme, voilà, ça pas forcément, mais je sens quand même pour soi-même, le fait de verbaliser, c'est important. C'est vrai. Et passer ce cap des 23 semaines, est-ce que t'es un peu plus sereine ou est-ce que tu disais j'étais jusqu'à rien Et en fait, ce que je faisais, c'est que comme j'étais dans des groupes de femmes cerclées aussi, sur Facebook, sur Reddit aussi. Au Sénégal ou partout? Pas au Sénégal particulièrement, non. Que j'étais dans un groupe américain, un groupe français, aussi sur Reddit et tout, sur différents forums. Donc bon, ça qui me rassurait un peu. Donc, à chaque semaine qui passait, je regardais les pourcentages de chance. Bon, exemple, quand j'étais à, disons, 30 et ça, je regardais et je me disais, si j'accouchais aujourd'hui, combien de pourcentage de chance j'aurais en fait qu'elle survive. Donc, c'est vraiment, voilà, chaque semaine qui passe, c'est, voilà,
plus de confiance, voilà, moins de stress. Ouais. Après, bon, quand je suis entrée dans la dernière phase, quand même, j'étais vraiment relaxe, franchement. Ouais. Quand on m'a enlevé le cerclage, j'étais encore plus relaxe, vraiment. Et voilà, c'est ça. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez posé la question d'aller accoucher ailleurs qu'au Sénégal ou est-ce que c'était pas un sujet? Alors, mon mari, ma mère m'en ont suggéré parce que, bon, j'ai vu ça pour les États-Unis, je suis jamais allée là-bas parce que j'ai peur de ce pays. Et mon mari m'a dit, pourtant, je vais essayer de voir pour aller accoucher là-bas. Mais franchement, moi, je voulais pas. Parce que je me dis, l'accouchement, c'est pas seulement le lieu, mais en fait, les gens qui sont autour, en fait, c'est bien beau d'aller accoucher à l'extérieur, mais après, si c'est pour être défimé, pas avoir d'aide, tout ça, c'est assez compliqué quand même. À un moment aussi, ma mère elle me disait, oui, pourquoi pas aller accoucher en Suisse. Bon, comme mon père était en Suisse aussi, et que j'avais un accès là-bas, elle voulait que j'aille accoucher là-bas. Je lui ai dit, franchement, je ne veux pas. Moi, je me sens bien au Sénégal. J'ai envie de faire mes activités ici, d'aller m'inscrire à Biopère, voilà, aller faire mon yoga et tout. Accoucher ici, en fait, parce que c'est ça que je voulais. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est très juste parce qu'on pense souvent au jour de l'accouchement, à l'accouchement complet, mais jusqu'à avant. C'est ça? Est-ce qu'on va accoucher à l'extérieur, est-ce qu'il y a avant? Ah oui, Est-ce qu'on peut être seul? Est-ce qu'on va enlever la terre? Est-ce qu'on va vivre dans la barque? c'était impossible d'aller là-bas, Ouais. franchement. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Et bien, c'est vrai que, bon, voilà, au Sénégal, il y a beaucoup de disparités. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir accoucher en clinique, Ah oui, la carte, on revient d'avoir sa famille, ah oui, en gros, ça te fait. Et je voulais que mon mari assiste avant l'accouchement. Ça, c'était. Parce que j'avais besoin de ce soutien, en fait. Pour moi, c'était impossible d'aller accoucher. J'étais sans lui. Et finalement, l'accouchement, est-ce que c'est mieux? Parce que des fois, quand on enlève le cerclage, C'est ça, c'était c'est vite. tout ou rien. Ouais. Parce que des fois, tu peux arriver assez vite. Sinon, en fait, le col peut Garder être. la mémoire. C'est exactement. Et ça peut. On peut aller à. On fait le terme. 43 secondes. Ça, moi, j'ai accouché 2 semaines après qu'on ait retiré le cerclage. J'ai pris une activité à Villepère. Donc, j'étais allée à Mbao, voilà, tirer l'eau du puits, porter des seaux sur la tête et tout. Et le même soir, j'ai perdu des os. Ok. D'abord, à 2 heures du matin, je me suis réveillée, j'ai vu un liquide qui sortait. Et je me suis dit, ah, sûrement, voilà, j'ai un problème de périnéité. Vraiment, j'ai des petits urinaires et tout ça. Après, je suis allée me recoucher. Et à 4 heures, ça a continué. Mais je sentais des contractions. Ouais. Et je suis allée voir mon mari, je lui ai dit, je pense que c'est le jour. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui. Et sincèrement, j'ai eu un accouchement hyper rapide. De la première contraction à l'accouchement, c'était 2 heures. Ça, c'est un peu là qu'on parle vraiment le col, un peu fragile. Bon, Oui. il faut quelqu'un qui a un maman, ben, franchement. Je suis d'accord. Mais quand même, dès le début, j'avais des contractions hyper proches. J'avais pas de répit. C'est ça aussi voilà, le réveil de la médaille. Et t'as eu le temps d'arriver à. Exactement, c'est ça. Donc à 4h20, ça a vraiment commencé. Voilà, j'ai pris le temps de faire mon sac et tout. Je suis allée prendre une douche. Parce que je sais que voilà, c'est pas dès que ça commence, il faut sourire à la maternité. Il faut quand même travailler un peu à la maison. Après, on est parti et environ 45 minutes après, arrivé à la clinique, j'ai accouché. Ah oui. Oui. Et là, c'était comment? Quand même, c'était. Je t'ai dit, enfin, il est là. Ah ouais, c'est ça. Enfin, franchement, après tout ce temps, j'ai souffert, donc. J'avais hâte quand même. Et quand du coup ta fille est arrivée, est-ce que. Parce que parfois on a cette connexion instantanée, genre. Que des fois on est là, ok. Ah ouais, non, franchement, moi j'avais hâte de la voir. Ouais. Directement, c'était le coup de foudre, vraiment. J'ai beaucoup pleuré. Ouh, j'ai pleuré comme pas possible et tout. Et Même il y a du soulagement aussi. ah oui. Je veux dire, enfin, c'est fini. Ouais. Tout le stress, toutes les réflexions. Ouh, c'était compliqué. Donc, c'était la fin, en fait. Et donc le papa était là aussi? Oui, il était là. Il a pleuré. Hein? Il a pleuré. Oui, il a pleuré. Et c'est lui qui disait finalement, assez proche, il a pleuré. C'est ça, franchement, c'était. Alors, lui, de base, c'est une personne qui ne pleure pas. Ce jour-là, quand même, on a trouvé ensemble. Mais les hommes ou le droit d'avant. C'est ça. Non, c'est que lui, fièrement, il disait à ses parents, oui, et j'ai pleuré ce jour-là. Et c'est. Donc, ça, vraiment, c'était beau. Et franchement, il m'a été d'une grande aide durant l'accouchement. Parce que, voilà, j'ai pas eu le café à la nuque et tout. J'ai accroché à lui, j'ai serré ses mains, il m'a encouragé. Et j'en avais besoin. Et donc tu avais fait une préparation, tu dis, avec Body Musical Repair, c'est ça, Oui. à la fois physique et un peu aussi de comprendre comment Exactement. l'accouchement. C'est ça. Ça t'a
Ça t'a servi de te sentir quand même préparé et informé? Franchement, parce que déjà, quand on s'inscrit, on est dans un couple avec beaucoup de femmes. Et comme moi, durant la grossesse, j'étais elle était entre diabète, je faisais rien, j'ai passé mon temps sur le coup. C'est là-bas que je faisais passer mes journées et tout, on rigolait entre femmes enceintes, on partageait nos peurs, tout ça, nos, nos désirs aussi, on se partageait des bons plans pour acheter des vêtements d'enfants. Franchement, c'était bien. Et ça a vraiment aidé à faire passer le temps, à diminuer mon stress aussi. Et voilà, j'ai aussi beaucoup aimé les activités. Malheureusement, j'ai pas pu en faire beaucoup comme j'étais cerclée, j'avais peur, voilà, je faisais attention. T'es à 37. Exactement, c'est ça, exactement. Mais le peu que j'ai fait vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Surtout sur le plan psychologique. Ouais. Et c'est vrai que c'est important dans la phase sur le plan information psychologique et si même physique. Bon, dans ton cas, c'était pas possible. Il y a eu de l'activité physique aussi. Pour l'accouchement, donc c'est important. Et si se fait effectivement de t'entourer, de partager avec des femmes qui vivent la même chose que toi au même moment, ça c'est important aussi. Même si tu as des amis, des sœurs, etc., des fois, C'est pas pareil, en fait. voilà, Quand tu as une femme enceinte en même temps de poids, c'est autre chose. ça crée des liens Exactement. qui sont particuliers. Et donc après, j'imagine que tu es resté un peu à la maternité et c'est ça, tu es rentré à la maison avec ton bébé, c'est C'est ça. ça, oui. Et tu as aussi terminé tes lait facilement? Oui, parce que même avant que j'accouche, j'avais des pertes de style de colostrum. Donc, dès que j'ai accouché, c'est venu assez vite quand même. Ok. Et donc pour toi, l'allaitement, c'était évident? Ah oui, parce qu'il fallait que je rattrape le premier trauma que j'avais eu d'avoir du lait, de ne pas pouvoir allaiter mon enfant et tout. Et franchement, c'était un plaisir. Les premiers mois, c'était... Franchement, en fait, j'avais hâte d'allaiter ma fille, vraiment. Mhm. J'imagine. Et est-ce que ça a été simple pour toi d'allaiter? Ça s'est mis en place assez vite? Oui, quand la décision passe facilement, franchement, j'ai pas eu de gros problèmes. Bon, une femme encore, je pense, mais bon, ça, je pense que c'est assez courant. Mais à part ça, comme c'est pas compliqué, j'avais beaucoup de lait quand même, donc je suis quand même heureuse. J'avais beaucoup de réserves au congélo et tout, donc franchement, je tirais mon lait, donc bah. Et comment ça s'est passé du coup donc, vous êtes passé de couple à parent avec ton mari et lui, donc aussi sénégalais. Comment vous avez trouvé votre rythme? Est-ce que vous êtes un peu répartis d'une chose? Est-ce que vous êtes dans un modèle un peu classique, on va dire? Comment vous êtes un peu organisé par rapport à ces rôles de parents? Alors, bon, comme ma fille était allaitée, bah, la plupart du temps, c'est moi qui lui donnais le sein. Ça, c'est oui. Après, il m'arrivait des fois de tirer et de le donner pour qu'il puisse te donner le biberon, voilà, qu'il puisse aussi sentir cette connexion-là. Après, le rôle de papa, il s'est plus installé quand elle a commencé à un peu plus grandir, parce que je pense qu'ils ont tous cette peur un peu à cause des bébés et tout. Mais surtout, il m'a aidé quand c'était compliqué la nuit, parce qu'il y avait des jours où, franchement, je ne pouvais plus. Et celui qui prenait le relais. Quand j'avais tout fait pour essayer de la calmer et que, et que ça ne marchait pas, comme il est noctambule, donc il prenait le relais aussi, il a cachoné, tout ça, il essayait de la faire dormir. Et jusqu'à raison, quand c'est compliqué à la nuit, et qu'il faut aller la prendre dans le berceau, voilà, il se lève, il la prend et tout, et voilà. C'est un peu un travail d'équipe. Et ça, il faut le dire, Émilie, c'est que même quand on allait son bébé, le papa peut faire des choses. C'est ça, exactement, c'est ça. Il peut bercer, il peut réconforter, il peut donner un biberon de temps en temps, il peut choisir sa bouche, il peut jouer, il peut être là pour les temps d'éveil. Parce que parfois on a un peu ce truc de ah, la maman allait, donc C'est pas. Donc, moi, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes se sentent des fois délaissés, une fois que vous avez un enfant. Et moi, je me dis que si l'homme se sent délaissé, c'est qu'il n'est pas assez inclus. Parce que si il voit en fait, la mère et l'enfant, si la mère fait tout, il n'a pas grand-chose à faire. Il se sent exclu. Et c'est là que ce ressentiment de voilà, depuis qu'on a un enfant, elle ne me calcule plus, je pense que c'est vraiment là que ça arrive. Mais quand tous les deux sont impliqués, en fait, il n'y a pas ce ressentiment-là. Parce que tu sais que voilà, toi aussi, tu t'occupes de ton enfant et que voilà, c'est. Voilà, en fait, c'est non négociable, en fait. C'est une étape obligatoire. L'enfant a besoin de ses parents. Et voilà. Donc, pour moi, c'est important d'impliquer les papas dès les premiers mois. Et aussi, effectivement, le papa, il s'occupe de leurs enfants et idéalement, il s'occupe aussi de la maman. C'est ça, la maman aussi. Ça, c'est pas mal. Et est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que c'est toi qui as un peu... Justement, tu disais, il faut l'impliquer. Donc, est-ce que c'était un peu une démarche de ta part de la ramener vers ça, vers vous, de lui montrer ce qu'il pouvait faire, comment il pouvait aider, etc. Alors, de base, lui, déjà, de base, il aime beaucoup les enfants. Après, des fois,
pour les aspects un peu plus techniques, des fois, ils sont pas forcément le réflexe. Donc, moi, j'ai tout fait pour que, voilà, de temps en temps, quand elle a commencé à manger, de lui donner le pot pour lui donner à manger, voilà, de lui dire, voilà, change sa couche et tout, sa tenue est là, voilà, habille là. Parce que des fois, ils n'ont pas forcément le réflexe de faire ces choses. Ils peuvent jouer avec l'enfant et tout, mais voilà, si on ne pousse pas un peu la main et tout ça peut se perdre en fait. Donc, et au fil du temps, bah, c'est un plaisir au finish. C'est un plaisir et la passion est à me faire. Et du coup, bah, vraiment, on est content. Ouais, je pense que c'est un plaisir et puis c'est une fierté aussi de C'est dire, ça. ah, je peux gérer mon enfant. Exactement, c'est ça. À chaque fois que je sors et qu'ils sont ensemble, ils m'envoient des vidéos et tout. Et voilà, ça se voit qu'il est content avec sa fille et tout, franchement. Et surtout qu'on veut vraiment avoir une fille. Ouais. Le jour où j'ai annoncé qu'on avait une fille, tellement content. Il a soudé partout. On veut trop avoir une fille, franchement. Et ben voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est particulier. Ouais. Et, euh, et quand est-ce que tu t'es dit que tu allais reprendre un peu tes activités du coup? Parce que tu as fait ça progressivement. Est-ce que tu sais, tu avais envie aussi ou pas? Parce que, ouais. Ou, moi, une fois dans le badel, j'étais dans un entrepôt en train de filmer une vidéo hein, parce que ça me manquait de travail. Ça me manquait comme pas possible. Parce que, comme au Sénégal, quand on est enceinte, on se cache. Donc, et si tu fais assez de contenu, tu fais des vidéos, c'est pas du tout évident. Après, à l'avenir, bon, je filmerai les gens. Hein. Si je suis à nouveau enceinte, ok, j'ai pas affiché mon ventre, mais j'ai pas été là à mon café. On pourra deviner qu'elle est enceinte, mais on ne verra pas de ventre. Parce que quand même, je me dis qu'en tant que femme, on n'a pas à mettre notre vie en pause parce qu'on est enceinte. Si on a la capacité, si on est bien, on devrait pouvoir faire nos activités sans travailler en fait. Il faut vraiment qu'on apprenne à, voilà, à changer un peu les esprits, mais vraiment, moi, ça me manque le travail. Donc, dès que j'ai accouché, j'ai directement pour commencer mes activités. Et tu parlais du baptême, Lily. Ça, du coup, est-ce que c'était un plaisir pour toi de l'organiser, de pouvoir avoir ce baptême, présenter ton enfant à la famille, etc. Ou est-ce que tu l'as un peu vécu comme une contrainte, ou est-ce que enfin, comment tu l'as géré? Parce que c'est vrai que le baptême, 7 jours après la Ouais, naissance, c'est ouf, c'est pas toujours c'est ça. évident. Ouais, donc ça, c'est un peu stressant. Parce que moi, je suis une personne qui anticipe beaucoup. Donc, même durant la grossesse, j'avais commencé à acheter des sachets par-ci, par-là, faire les stickers et tout. Parce que moi, je suis une personne très, très organisée. J'aime pas les choses de dernière minute. Mais au Sénégal, avec les superstitions, et surtout que, comme je savais qu'il y avait un enfant avant, par exemple, ma mère, elle avait tellement peur, elle voulait pas entendre parler de baptême. Elle voulait pas entendre parler d'organisation tant que je n'avais pas accouché. Alors que moi, en fait, je ne voulais pas attendre après l'accouchement avant de commencer à organiser. Donc, je me cachais dans mon coin, j'organisais, je commençais à acheter et tout. Et c'est vraiment après l'accouchement qu'elle a été plus libre, en fait, plus libérée. Mais quand même, c'était un plaisir. Mais je pense quand même que j'ai eu le privilège de pouvoir avoir ce plaisir d'organiser mon back-end. Parce que quand même, beaucoup de femmes n'ont pas, voilà, elles n'ont pas forcément de choix quant à l'organisation. Des fois aussi, après ça, il faut voilà, faire un yébi, tout ça. Donc, elles sont stressées. Donc, moi, quand même, je pense vraiment que je suis un privilège de pouvoir organiser le baptême de ma fille sans stress quand même. Ouais, c'est vrai que c'est. Et ça, enfin, ouais, un événement joyeux, c'est voilà, très, très familial, etc. Mais c'est vrai que le timing fait que. Oui, c'est super serré. Oh, c'est autre chose. Et puis c'est plus facile aussi, je pense, quand on a accouché par voie basse, parler bien si elle laisse complications, oui, c'est ça. etc. Que déjà quand on accouche par sous il y a une clarification peut être quand même un peu plus. Ah oui. Parce que moi, quelques heures après l'accouchement, j'étais dans la chambre tranquillement, je marchais et tout. J'ai accouché à 6h22, mais durant la journée après, j'étais tranquille. Alors que je sais que si on a une césarienne quand même, c'est plus compliqué. On est moins débissé mouvant. Et du coup, ce que je voulais savoir aussi, c'est donc en termes de transmission, quelles sont les valeurs ou les choses essentielles qui t'ont été transmises dans ton éducation, que ce soit par tes parents, par l'entourage, etc., et que tu as vraiment à cœur aujourd'hui de transmettre à... Donc, il y a beaucoup de valeurs que ma mère m'a transmises et que mon père aussi, voilà, que j'ai appris de lui aussi, que je voudrais transmettre à ma fille. Et la première, bon, c'est une valeur. C'est le fait que moi et ma mère, on a toujours été quand même proches. Depuis l'adolescence, tout ça, les premières fois de cœur et tout, on se disait tout. Sincèrement, j'ai jamais caché à ma mère, voilà,
mes amourettes et tout ça. Et au moins, ça mettait un cadre. Ouais. Parce que ça, elle a toujours dit qu'elle préférait que je lui dise que si j'étais en relation avec quelqu'un et que la personne vienne me voir chez moi, plutôt qu'on se cache et qu'on sorte faire des bêtises. Ouais. Et c'est vraiment un truc que je voudrais avoir avec ma fille, que je voudrais qu'elle n'ait pas peur de se copier à moi et que de pouvoir l'accompagner à chaque étape de sa vie. Parce qu'on sait que de nos jours, voilà, c'est assez. Le monde est un peu pourri quand même, donc c'est important d'être proche de ses enfants et de pouvoir leur parler sans feinte. Et aussi, je pense, comme toi, quand on sait ce que c'est les réseaux sociaux, on voit les bénéfices C'est ça. et les potentiels risques aussi pour des enfants, des personnes plus jeunes. Et je pense qu'effectivement, cette relation de confiance, elle est pas importante pour justement pouvoir garder un peu de contrôle, parce que quand on ne sait pas, quand t'arrives à... Exactement. Et le fait aussi que je n'ai jamais manqué d'amour, entre guillemets. Ma mère nous a toujours fait comprendre qu'elle nous aimait, et voilà, nous a poussé à avoir confiance en nous. Et ça aussi, c'est super important, franchement, parce que voilà, ma fille, Inch'Allah, bon, déjà maintenant, hein, je lui dis toujours que je l'aime et qu'elle pourra toujours compter sur moi. Et je voudrais aussi lui donner cette confiance-là que j'ai eue aussi. Parce que voilà, ma mère m'a toujours dit que j'étais intelligente, que j'étais belle, toujours me croire en moi. Et je pense vraiment que ça m'a forgé. Parce que j'ai pas été une personne qui a eu beaucoup de complexes. Même si j'ai eu quelquefois des trucs que j'avais pas chez moi, ça m'a jamais empêché en fait de faire ce que je voulais faire. Par exemple, avant, au tout début de mes réseaux, j'avais les dents pas du tout alignées, ou entre-temps, j'ai fait une correction orthodontique et tout, mais ça m'empêchait pas de faire des vidéos, de parler, parce qu'en fait, je prenais pas attention. Donc vraiment, cette confiance-là que j'ai eue, grâce à ma mère, vraiment, je voulais aussi la transmettre à ma fille. Le fait aussi de toujours remercier Dieu. Peu importe les efforts que j'ai dans la vie, en fait, ça m'a jamais poussé à me dire que non, que Dieu ne m'aime pas. Même quand j'ai parlé de mon enfant, en fait, j'en ai jamais voulu à Dieu. J'ai toujours eu cette posture-là, alhamdoulilah, sant yàlla, que tout ce qui arrive, en fait, c'est Dieu, en fait. Ouais. Et de pas, voilà, voir le mal. En tout cas, de me dire que tout était entre les mains de Dieu. Ça, c'est vraiment un truc qui nous décharge d'un poids dans la vie. Je veux dire que tout est entre les mains de Dieu. Et que voilà, il fait ce qu'il veut et ce qu'il veut en tout cas. Et que voilà, et que tout malheur conduira forcément à un bonheur après. Donc, voilà. Et est-ce qu'au contraire, il y a des choses où tu te dis que tu aimerais faire différemment avec tes enfants? Oui, quand même. La chose que je ferais surtout différemment, c'est le fait voilà, de faire confiance à mon enfant au maximum et de ne pas laisser ma peur de moment l'empêcher de faire des choses. Parce que des fois, bon, c'est normal, quoi, les moments, on va avoir peur pour son enfant, on a vraiment envie de le protéger, mais des fois, on peut tendre à protéger l'enfant Ouais. et ça ne l'aide pas dans la vie adulte. Parce que le monde n'est pas tout rose, ça se bat un monde de bisounours. Donc, c'est important de montrer à l'enfant, de l'encadrer, mais aussi de lui faire confiance, de l'accompagner aussi dans ses choix. Par exemple, moi, je sais qu'au début, bah, mon blog, c'était assez compliqué parce que, voilà, on ne comprenait pas trop pourquoi elle montre son plus à la maison, voilà, tout ça. Et ça a créé des tiraillements. Mais j'ai persisté, j'ai été dessus et aujourd'hui, j'en vis. C'est mon métier. Donc, si j'avais pas persisté, bah, j'aurais pas quand même eu cette carrière de création de contenu, voilà, j'aurais pas rencontré autant de personnes magnifiques et tout. J'aurais pas, en tout cas, réalisé ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc, vraiment, je me dis, à chaque fois, ce que j'ai dit à mon mari, et sur ce plan, une fois, même mon gordon, à chaque fois, je lui dis, même si ma fille, elle voulait être, je sais pas, elle voulait vendre des fleurs ou vendre des beignets, je l'accompagnerai pour qu'elle soit la meilleure dans son domaine. Ouais. Donc, c'est important de laisser l'enfant, en fait, c'est pas mieux dans ce qu'il veut, juste le pousser à être le meilleur, l'encadrer, pour qu'il ait accès aux meilleures formations dans ce domaine-là. Même si c'est de la comédie, en fait, chacun a son étoile, chacun a son destin, mais c'est juste important d'accompagner la personne dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle aime. Voilà. Et j'imagine que ça devait pas être forcément simple, effectivement, pour tes parents, parce que tu me dis que tu avais commencé ton premier blog à 13 ans. C'est ça, exactement. En plus, tu as Internet. C'est ça. Bon. À l'époque, tu voyais pas tout là, ce truc. Donc, c'est vrai que ça devait être aussi un peu effrayant. Enfin, tes parents, on les disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout le fait que j'ai étudié, parce que quand même, je suis allée à BEM, je suis allée à Liège en France et tout. Et le fait que peut-être des fois, ils se disent que bon, elle a fait tout ça pour rien.
Alors que non, parce que ce que tu étudies, en fait, ça l'aide, parce que ça forge ta personnalité, et c'est pour ta personnalité, en fait, que les gens te suivent. Donc, tout ce parcours-là, c'est pas vain, c'est pas utile, parce que ça t'aide aussi dans ton travail à toi. Mais c'est ça, hein. Mais des fois, je vois que ma mère aurait aimé que je travaille, voilà, dans les ONG et tout, mais franchement, c'est ça que j'aime. Mais tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce ici, j'ai fait de l'autre, je suis venue là. Donc voilà, chacun a son étoile, comme tu dis. Ouais, c'est Exactement. plus ou moins tard. Un meilleur cours, c'est ça. Exactement. Quand ta fille sera plus grande, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle dise? Euh, alors, j'aimerais qu'elle dise que sa maman est une femme ambitieuse, une femme épanouie, surtout. Parce qu'au Sénégal, hein, je pense qu'on ne voit pas assez de femmes épanouies. On voit beaucoup de femmes qui courent partout, voilà, pour leurs enfants, pour leur mari, pour leur famille, mais pas assez de femmes reposées, épanouies. Je ne voudrais pas qu'elle ait cette image d'une femme. Bon, c'est africain, c'est brave, parce qu'on voit une femme qui court partout, ouais, c'est noble. C'est ça qui Mais je voudrais, c'est ça, qu'elle sache qu'on peut être femme sans se sacrifier. On peut être femme, avoir une vie tranquille. On peut être femme, avoir une vie reposante. Et qu'elle ne se dise pas, en fait, que le seul fait qui nous détermine, c'est comment on est utile aux gens. C'est profond, quand même. Ouais, ça, c'est très important. Qu'en fait, elle a le droit d'exister pour elle-même. Exactement. C'est ça. Oui, et ça, c'est pour les... Oh, c'est Et je pense que pour les femmes, les filles notamment, c'est extrêmement important de se dire qu'on a une valeur intrinsèque, surtout, et qu'on a de valeur ne dépend pas que... C'est ça. De ce qu'on fait, voilà, elle fait le ménage, elle fait la cuisine, voilà, elle s'est sacrifiée. Ouais. Je veux vraiment qu'elle puisse être femme, qu'elle puisse vivre sa vie tranquillement. Et surtout, en fait, je voudrais qu'elle puisse ne pas être obnubilée par le mariage. Le mariage, c'est beau. C'est beau d'être marié à la personne qu'on aime. Mais au Sénégal, on met la valeur des femmes que par le mariage. Si tu as une belle carrière, si tu es accompli, si vraiment tu réalises de grandes choses, et puis tu n'es pas marié, on remet tout à zéro. Et ça fait que souvent, des femmes vont se marier avec une premier venu sans pour autant, en fait, chercher à avoir une personne qui leur convient. Donc, moi, je veux que ma fille, plus tard, quand elle voudra se marier, que ce soit pas sous la contrainte, qu'elle soit bien chez ses parents et qu'elle se dise, ah, moi, j'ai vu une personne qui me plaît et qui me convient, donc je vais pas me marier par contrainte ou bien pour fuir chez moi. Non, je veux vraiment qu'elle puisse être maîtresse de sa vie et faire des choix qu'elle a envie, sans contrainte. Je pense que c'est une règle. J'espère qu'il se souhaite. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ton histoire. Donc, c'est à ton impression. Avec plaisir, je sais qu'il y avait des choses qui sont pas simples et je sais que ça te tenait à cœur de pouvoir justement libérer la parole et en parler. Et je pense que c'est important et que ça fera du bien à beaucoup de gens, en tout cas, j'espère. Et merci de t'être livré un peu plus que d'habitude. Merci en tout cas pour mon invitation, vraiment. Et comme je le dis, je tiens tout le temps à parler du parcours de la maternité, de mon premier accouchement, mon premier enfant, parce que même si je dois pleurer à chaque fois que je le dirai, je veux quand même en parler, parce que je sais que beaucoup de femmes ont vécu ça et que ça va les réconforter de part. Et... Ouais. Et parce que c'est ton enfant. C'est ça qui est exactement. C'est ça. Qu'on peut pas... C'est ça. Tu sais, ça fait partie de l'histoire aussi. Merci. Merci à toi. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi donner de la force à ce podcast en laissant un commentaire, en le notant 5 étoiles et surtout en partageant autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux @Tambali Podcast et @ForTheMamas. L'aventure ne fait que commencer.